édition de Sagesse Kamitsu Kemet Télévision. Aujourd'hui, nous abordons un thème fondamental dans la compréhension des maladies et des malédictions selon la sagesse ancestrale du Muvungu. Dans de nombreuses traditions africaines, la santé physique n'est pas seulement vue comme une question de bien-être corporel, mais aussi comme un reflet de l'équilibre spirituel de l'individu. Certaines maladies, en effet, peuvent être perçues comme le signe d'un déséquilibre profond, souvent lié à des forces invisibles qui affectent l'âme et l'esprit. Parfois, ce déséquilibre peut se transformer en malédiction, une épreuve qui dépasse la simple souffrance physique. Pour éclairer ce lien complexe entre la maladie et la malédiction, j'ai l'honneur, une fois de plus ce mardi, de recevoir la matriarche Nangonjoy, grande initiée du Muvungu, qui partagera avec nous ses connaissances profondes et ses révélations sur la manière dont ces phénomènes sont perçus et traités dans la tradition Muvungu. Une émission essentielle pour comprendre les liens invisibles qui régissent notre santé et notre destinée. Permettez-moi donc de la recevoir. Matriarche Nangonjoy, Meyegabe, Mbembekiri. Mbembekiri, Kelam, Meyegabe. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Madame la présidente des tradis praticiens du centre. Je ne suis pas la présidente, je suis déléguée régionale des tradis praticiens. Déléguée régionale, autant pour moi. Et je suppose que vous vous réjouissez après que l'État du Cameroun ait reconnu officiellement, n'est-ce pas, la médecine traditionnelle aujourd'hui. Oui, nous sommes vraiment fiers, nous sommes contents que l'État du Cameroun ait reconnu la médecine traditionnelle comme une médecine à part entière, parce ils sont nés dans ça, ils vivent dans ça. Donc, tous ont des cicatrices, des maladies, on pourrait dire, traditionnelles, indigènes, comme les Blancs nous appellent indigènes, alors que nous sommes hygiènes. D'accord, et j'espère aussi, matriarche, que des aventuriers ne vont pas entrer dans cette profession-là, justement pour la torpiller et les hommes d'affaires également, parce que une fois que le gouvernement de la République officialise un secteur comme le vôtre, comme ça, c'est monsieur tout le monde qui va y pénétrer et se faire traduire praticien et pourrir davantage la profession. J'espère que vous aurez quand même des garde-fous. Il y a des garde-fous déjà. Ceux qui sont dans le gouvernement sont aussi des patriarches. Ils sont des intellectuels, mais dans leur village, ils sont des patriarches qui connaissent aussi cette médecine dans laquelle ils ont grandi. Parce que je ne pense pas que quelqu'un soit au gouvernement que sa mère ne l'avait jamais purgé avec l'herbe. Exactement. Je ne pense pas que quelqu'un soit au gouvernement que sa mère ne l'avait jamais lavé avec l'herbe. Je ne pense pas que quelqu'un soit au gouvernement que sa mère ne l'avait jamais fait les inhalations de la grippe avec l'herbe. Je ne pense pas que quelqu'un soit au gouvernement que sa mère ne l'avait jamais donné le couc. Pour soigner le palu, il boit les coucs. Pour se soigner avec les écorces. Donc, on les fait confiance encore pour leur façon qu'ils vont sécuriser ça. Parce qu'ils vont reconnaître que ça c'est faux, ça c'est vrai. Oui. Et nous autres, comme je suis délégué régional des tradis praticiens, celui qui fait le faux, on connaît. Celui qui fait le vrai, on connaît. Donc, quand tu fais le geste que tu fais, on connaît, on te dit seulement que papa laisse l'autre là. Parce que depuis qu'on a promulgué cette loi, les gens sont quittés même de Paris, de partout dans le monde entier. Ils sont venus. Même les Chinois sont déjà installés là pour discuter les postes. Donc, nous, le gouvernement nous a fait confiance, nous sommes fiers. Et nous ne pourrons pas gâcher ça pour dire que on va aussi faire comme le reste. Parce que la médecine traditionnelle, c'est le patriarcat que nous sommes. C'est la médecine des patriarches. Comme on va parler des malédictions
des envoûtements, des maladies, des arbres généalogiques spirituels, tout à l'heure. Donc, ceux qui font dans ça, c'est les tradipraticiens que nous sommes avec les patriarches. D'accord. D'accord, et c'est de la bouche la plus autorisée qui le dit. Donc, on te fait confiance et on fait confiance à toute la corporation, justement. Alors, comme tu le disais tantôt, Mathias, ce matin, nous allons aborder la thématique sur les maladies et malédictions. C'est-à-dire comment comprendre le lien. Et ça, selon la sagesse Movungu, on pourrait dire selon la sagesse de nos ancêtres ou alors selon la sagesse de Kama. Mais je commencerai par te poser la première question, celle de savoir, c'est quoi la malédiction, Mathias? Comment peut-on définir la malédiction? Parce que beaucoup en sont victimes, mais parfois ne le savent pas. Et plus tard dans l'émission, nous allons voir les différentes formes de malédiction. Qui peut maudire? Est-ce qu'on peut être victime d'une malédiction qui vient de la nature, qui vient d'un parent, qui vient d'un proche? Donc, au cours de l'émission, on va voir. Mais la première question était celle de définir ce que c'est que la malédiction. Comme ça, ça va nous permettre d'avancer au fur et à mesure et de façon sereine dans l'émission. Ok, merci d'atteindre ce niveau. Parce que c'est là que même les villages sont maudits, les pays sont maudits, les familles sont maudites, les individus sont maudits. Voire même l'eau est maudite. La pollution d'eau. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Voilà, commençons déjà par un individu qui a la malédiction. Qu'est-ce que c'est que la malédiction? La malédiction, c'est une forme d'incorporation donc, il ne faut pas m'aider à parler le français là. On va te comprendre. On va te comprendre, Mathias. On va te comprendre. Donc, invisible, que l'on n'invoque pas les paroles. Et par l'aura qu'il dégage, que tu as fait quelque chose ou ton parent a fait quelque chose à quelqu'un. Prenons par exemple, ton parent a fait un crime insolent. Un crime insolent où personne ne peut l'arrêter que celui-là a fait un crime. Parce qu'il est riche. Il a fait un crime. Quelqu'un est mort. On a enterré. Quand cette famille adverse va vous verser la malédiction, les autres enfants, les enfants de toi qui a fait ce crime-là, et toi-même, c'est mieux qu'on te mette en prison que de te verser la malédiction. Parce que la prison, tu vas faire la prison, ça va se limiter. Mais la malédiction ne se limite pas. Ça part jusqu'à des générations, 13e génération. On parlait de la 4e génération. Cela veut dire que c'est oublié. Mais la malédiction se vit jusqu'à la 13e génération. 13e. Comment ça se vit? On peut prendre le cas par exemple de Martinez Zogo, un journaliste camerounais qui a été enlevé, torturé et puis assassiné. Dont la famille de ce dernier peut à travers les paroles jeter une malédiction à tous ceux-là qui ont contribué. Les malédictions, comme je t'ai dit que quand quelqu'un a tué et qu'on ne peut pas lui arrêter qu'il a tué, que personne ne connaît qui l'a fait. Oui. Donc, la malédiction que la famille rejette chaque jour, on dit, oh, que celui qui a fait ça soit maudit. Il se lève le matin, le soleil, parce que quand le soleil vient te parler, les ancêtres sont aussi là pour prendre les premiers soupirs du soleil. Mais ils t'entendent pleurer qu'on a tué, par exemple, mon enfant. Et la malédiction tombe régulièrement sur ce dernier. C'est pour cela que tu entends que beaucoup de gens ne sortent pas au soleil. Parce que le soleil les brûle. Quand ça ne te brûle pas physiquement, ça te brûle spirituellement.
tu commences à sentir les bouffées de chaleur. D'accord. Et là, cette malédiction criminelle-là est souvent jusqu'à la 13e génération. Jusqu'à la 13e génération. Mais pourquoi dans jusqu'à ta famille. pourquoi jusqu'à la 13e génération? C'est des enfants qui naissent longtemps après le départ de celui qui a commis le forfait. En quoi est-ce qu'ils doivent hériter Parce qu'ils ont la ton malédiction sang. Ton sang a été souillé. Ah, d'accord. Et c'est ton sang qui les a accouchés. Et ça va ainsi de suite, de père en fils, de grand-père, arrière-grand-père, ainsi de suite, ainsi. 13e, pas à la 4e. Les gens vont écrire la 4e, mais c'est faux. Ça va jusqu'à la 13e génération. Ce qui fait que beaucoup de familles dans le monde entier que nous sommes, que nous vivons aujourd'hui, on a des malédictions, mais on ne connaît pas. C'est pour cela qu'on demande souvent la purification, le soin de chaque année. Le soin de chaque année. C'est pour cela que traditionnellement, avec certains patriarches, ils ont le 13. Ils ont le 13. Avec cette même chez nous dans le Mouvungo, on a le 13. Cela veut dire que quand tu purifies quelqu'un jusqu'à 13. Selon les séquences de l'espace que les ancêtres te donnent pour lui. Donc jusqu'à 13 fois, tu dois purifier quelqu'un pour effacer cette malédiction et qu'il ne continue plus. D'accord, on viendra justement sur les modes de traitement de la malédiction. Donc, on va progressivement, on va même en venir sur les formes de malédiction d'une famille, d'une communauté, d'un peuple, c'est-à-dire de l'eau, d'un pays, etc., etc. Mais allons-y progressivement, Mathias. La prochaine question est celle de savoir comment peux-tu nous dire le lien qu'on peut faire entre une maladie et une malédiction. Toi, en tant qu'initié, quand tu consultes, par exemple, quelqu'un qui vient te voir et que la personne souffre, tant physiquement ou spirituellement, est-ce qu'il est possible, dans ta voyance, de faire le lien entre la maladie qui a poussé celui-là à venir vers toi et une malédiction? Oui, il arrive que je voie comment quelqu'un, par exemple, qui a tué, ou que son père a tué, ou que sa mère a tué. Même les avortements sont des crimes, hein? Bien sûr. Même des avortements sont des crimes. Alors, tu peux être comme ça que tu as avorté, tu te dis que tu n'as pas tué quelqu'un, mais tu as tué. Alors, tu commences à gonfler. On commence à dire que tu as l'arthrose. Tu commences à gonfler, on dit tu as les œdèmes, tu as les rhumatismes, tu as ceci. C'est faux. Parce que tu as tué. C'est pour cela que tu gonfles. Traditionnellement, on appelle ça ambassade-bac. Le bac. En néo le cho. Le cho. En bamlécan, on appelle ça comment? Le chup. Le chup. Donc, il y a donc ces deux formes de chup. Ces deux formes-là sont que toi-même tu as tué. Il y a cette forme. Il y a l'autre que quelqu'un dans la famille est mort par accident. Et on doit faire les rites pour soigner la famille. Si on n'a pas fait les rites là, les gens après vont tomber, auront toujours les mêmes séquelles de maladie. Donc, il faut couper. Il faut couper. Parce que cette personne qui est morte par accident dans votre famille, vous avez les liens de sang. On n'explique pas que tu pries et tout. Mais il faut qu'on prenne les feuilles. Ils sont aussi là. Ils sont créés pour ça. Que c'est pour couper tel lien. C'est pour cela que tu voyais nos ancêtres domestiquer certaines fleurs de la forêt, certains arbres de la forêt. Et certains animaux même. Et certains animaux. Pour soigner le cho
pour soigner le tube, pour soigner beaucoup de maladies. Dans cette tube-là, il y a aussi ce qui ressort que la maladie de la malédiction incestueuse. Par exemple, tu as fait un enfant avec ta propre soeur. Vous devez vous soigner pour qu'on change au moins le groupe sanguin de cet enfant. Il y a les herbes comme ça qui soignent le groupe sanguin. Quelqu'un a fait un enfant avec son père ou a fait un enfant avec sa mère. Il y avait ça. On soignait. Quelqu'un s'acharne sur sa soeur, que lui fait seulement l'amour avec sa soeur. Ce n'est plus bon, c'est la malédiction. Il s'acharne, il marie même 2, 3 femmes. Il s'acharne sur sa soeur. C'est la malédiction, ce n'est pas lui. C'est la malédiction qui fait ça. Le tcho, donc le tchob là, fait beaucoup de dégâts dans la famille. On soigne ça. Donc maintenant, Mathilde, comment reconnaître qu'une maladie est une malédiction? Comment reconnaître qu'une maladie est une malédiction? Ça fait en sorte que tout ce qui nous regarde, quand tu vas essayer de détailler ça, de permettre de savoir que peut-être ce pourquoi il souffre peut être une malédiction. C'est-à-dire, il peut peut-être aller à l'hôpital dans la médecine conventionnelle, on fait tous les examens, on ne trouve absolument rien, mais ce dernier est en train de souffrir. Donc, comment reconnaît-on qu'une maladie est une malédiction au matriarche? On reconnaît qu'une maladie est une malédiction après une consultation. D'accord. Après une consultation, tu peux bien voir que ça, c'est la malédiction. Oui, après l'hôpital, tu peux connaître que c'est la malédiction. Mais maintenant, physiquement, est-ce qu'il y a des symptômes? C'est-à-dire, quelqu'un peut rester, il a les symptômes physiques. Oui, quelqu'un a les symptômes physiques de la malédiction, de fois la folie. Il y a une malédiction de Chola, qui donne aussi la folie. Tu peux dire que quelqu'un est devenu fou, Tu ne sais pas. Tu vas seulement dire, oh, il est parti faire la magie. Alors que c'est cette malédiction qui lui rend fou. Parce que ça donne plusieurs formes. Le Chola donne plusieurs formes des choses qu'on ne peut pas s'en rendre compte dans une famille. Surtout le Cho incestueux là. Ça rend rapidement fou. Ça fait que tu ne réfléchis pas. Les gens qui entretiennent des rapports avec leurs soeurs, avec leurs leurs filles, avec leurs cousines même. Ou des filles avec leurs frères. Les filles avec leurs frères. Les mères avec leurs fils. Les mères avec leurs fils. Ça donne des choses comme ça. Ça donne une petite folie. Et ça, c'est la malédiction. Bon, est-ce que la malédiction peut toucher un individu sans raison, au-delà de ce que tu as expliqué que génétiquement, on peut avoir une malédiction, maintenant ça affecte notre génération. Maintenant, en dehors de ce cas-là, est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre une malédiction sans raison? Oui. Il prend la malédiction sans raison, justement parce que si ton grand-père avait fait un crime odieuse, toi tu nais maintenant à la 4e génération, tu te dis que tu es saint, mais non. C'est pour cela qu'on dit que il faut toujours, quand on fait les rites dans le Muvungu, on demande aux ancêtres la purification de l'arbre généalogique des personnes, de toutes des familles. Tu peux demander des familles, tu peux demander pour un village, tu peux demander pour un pays. Tu peux demander pour un pays. Donc, imagine un peu, tu fais ça, tu dois faire ça chaque jour. Dès que tu vois le jour, tu dis aux ancêtres de travailler comme ça. De travailler comme ça. Cela veut dire que pour purifier, par exemple, un pays, pour purifier un village, pour purifier une famille, purifier un individu, ça demande la persévérance,
de l'entretien spirituel. D'accord, Mathias. Maintenant, si quelqu'un n'est pas de ta famille, parce qu'il y a ceux ici dehors qui s'amusent à faire les pactes de sang par amour. Est-ce que si je suis issu d'une génération maudite, ça veut dire que mon sang est également souillé? Oui. Maintenant, si par amour, j'ai fait un pacte de sang avec ma copine, est-ce que moi également, je peux hériter de cette malédiction, bien que je ne sois pas de cette famille? Tu peux hériter de cette malédiction, tu deviens fou. C'est pour cela que la plupart des gens, quand ils signent un pacte avec une femme, avec un homme, quand l'homme meurt, il devient fou. Si on ne te cure pas ce sang-là dans toi, tu deviens fou. On te cure ça. D'accord, Mathias. Maintenant, on va avancer dans l'émission. Qui peut me dire, au-delà du crime que j'ai posé à une famille et que j'ai subi la malédiction de ces gens-là, dans d'autres cas de figure, qui peut maudire et pourquoi maudit-on? Et à quel moment est-ce que la malédiction peut marcher? Est-ce qu'une maman peut maudire son enfant? Est-ce qu'une maman peut maudire un autre enfant? Jusqu'où le degré de délinquance peut pousser une maman à maudire un enfant et que ça marche, Mathias? Est-ce que le père peut maudire également? Effectivement, comme je connais ce qu'on appelle la malédiction, régulièrement, il ne faut pas maudire. Il faut plutôt bénir. Parce que la malédiction est déjà installée depuis avant que tu ne naisses dans une famille. Tu as toujours trouvé une malédiction qui règne. Tu as trouvé une malédiction qui règne. C'est pour cela que tu vois les bébés pleurer. On dit que le bébé pleure pour rien. Tu donnes le lait, tu fais téter, tu donnes la nourriture, tu laves, il ne fait que pleurer. Parce que quand il vient dans la vie, il commence à sillonner spirituellement. Parce que le bébé vit spirituellement. Il commence à sillonner, il voit là-bas la malédiction, il voit là-bas la malédiction, il commence à pleurer. Il pleure son sort. Il pleure son sort. Voyons, pourquoi je suis venu? Donc, ce qui fait que la mère peut maudire, le père peut maudire. Et ça marche. Et ça marche. La sœur peut maudire quand elle est dans la vérité. Un ami peut te maudire. C'est pour cela que je dis souvent aux gens que tu portes la malédiction ambulant. La malédiction ambulant veut dire que quoi? Tu vas trouver une femme, tu commences à l'insulter. Elle se fâche. Elle te maudit, ça va tenir. Et pourtant, ta mère à la maison ne t'a jamais maudit. Ton père à la maison ne t'a jamais maudit. Tes soeurs, tes frères ne t'ont jamais maudit. C'est pour cela que avant, on avait la culture de respecter tout le monde. Et même à l'école, on nous faisait les cours de la leçon morale. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Tu trouves un enfant qui t'insulte correctement. Tu traînes même le bagage là que tu traînes, il voit bien que tu es fatigué. Il va passer avec ses muscles, il se moque même de toi. Si tu ne payes pas l'argent, il ne peut pas porter. Donc, la malédiction d'un père, d'une mère, tient. Mais si, à côté de la malédiction, tu mets la bénédiction, ça donne. Tu vois, non? Tu te lèves le matin, tu bénis. Maintenant, à propos des malédictions criminelles, quand tu as fait un crime, ne reviens plus là. Tu vas te purifier traditionnellement. Ne pense pas que le verbe que tu vas dire là, oh, demander pardon, c'est faux. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Coupe ça 13 fois.
Mais est-ce que si tu pars te purifier sans toutefois demander pardon à la famille dont tu as offensé, est-ce que ça va aussi marcher? Puisque si tu pars te purifier et que la famille a encore dans son cœur, n'est-ce pas, cette haine, c'est-à-dire cette malédiction qu'on t'a profanée. Si tu pars te purifier sans pour autant demander pardon à cette famille-là, dans le cadre du crime par exemple, est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. C'est pour cela que tu voyais avant, il y avait un guerrier. Il y avait un guerrier à l'époque ancestrale. Il y avait un guerrier qui s'appelait Nsoko Soa. Il était un grand guerrier. Après l'époque coloniale, qu'on a pris sa mère et son père pour l'esclavage, il est resté orphelin. On raconte souvent ça dans le patriarcat. Il est resté orphelin. Il s'est fâché contre le village qu'on a laissé partir son père et sa mère. Il s'est fâché dans son village qu'on a laissé partir ses parents en général. Il a commencé à tuer les gens. Tuer. Il tue les soldats de guerre, il tue les gens du village. Donc, il avait sa route que quand il passe, qu'il ne trouve pas tes empreintes là-bas, il va te tuer. Maintenant, un jour, quelque chose lui a apparu, que arrête de faire ça. Parce qu'il y a souvent ce proverbe-là chez nous. Il a arrêté et on lui a exigé d'aller demander pardon aux familles. Il a dit qu'il ne peut pas aller. On lui dit que faire un geste. Tout ce qu'il pouvait faire pour ses familles, c'est d'aller, s'il avait cassé ta maison, il vient, il casse, il arrange ta case. Parce qu'il était tellement fort. Il arrange ta case, il te remet au propre et tout, et tout, et tout, et tout. C'est le travail qu'il avait fait avec son armée jusqu'à la fin de sa vie. Et ceci, quand on est parti regarder l'aube, parce qu'il y a souvent une fleur qui pousse. Quand quelqu'un a demandé pardon, nous reconnaissons les fleurs là, c'est à côté de l'eau. Quand ça pousse, que tu es parti mettre ça au nom de quelqu'un qui demande pardon pour un crime. Quand ça pousse, c'est qu'il a été pardonné. Comme le village avait planté ça, on a trouvé qu'il a été pardonné et que son arbre généalogique ne va pas être maudit. Et ils ont prospéré, ils sont bien aujourd'hui, mais ils sont interdits de faire un crime. Si jamais tu soupçonnes que dans ta famille, un de tes parents, un de tes grands-pères, un de tes personnes a fait un crime, partout là où on dit que crime, pardon, fuis. Fuis. Et pourtant, il avait fait plusieurs crimes. Mais aujourd'hui, sa génération future a été coupée de ça. C'est pour cela que là, ça a encore réitéré ce que les ancêtres ont dit, qu'il fallait couper ça jusqu'à 13 fois. Pour les 13 générations. Pour les 13 générations. D'accord, Mathias. Maintenant, quand on maudit, par exemple, un père ou une mère, quand on maudit, qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, est-ce que on te maudit de ne pas avoir la santé, on te maudit de ne pas trouver le travail, on te maudit de ne pas accoucher? Qu'est-ce qu'on dit quand on maudit? Bon, maintenant sur le plan de l'enfant, par exemple, est-ce que si une maman maudit son enfant tout simplement parce qu'il est têtu, est-ce que ça va marcher? Parce que nous savons que c'est une période où tous les enfants, après l'âge pubère, vraiment, ils sont têtus. Ça, c'est clair. C'est plus tard qu'ils prennent conscience et se responsabilisent. Est-ce que le fait simplement qu'un enfant soit têtu et que sa mère le maudisse, ça va marcher? Aucune mère, à ce que je sache, ne peut jamais maudire l'enfant. Mais il y a souvent les gens à côté qui disent à l'enfant, ta mère t'a maudit. Par exemple, tu peux dire à l'enfant que comme tu fais ceci, là, ça vient avec la malédiction. Et ils vont dire à l'enfant que tu es en train de maudire l'enfant. Tu vois, non? Aucune mère ne peut maudire son enfant.
Quand bien même tu dis les mots de la malédiction, comment on peut maudire? Demande-moi pourquoi, comment on peut bénir. Parce que les gens sont tellement amers que tu ne peux rien apprendre à quelqu'un que voilà comment on maudit. Mais seulement moi je suis chargé que quand tu fais un geste, je veux te dire que ça là, ça t'apporte la malédiction. C'est aussi bien de savoir parce que quelqu'un peut faire un geste et il entend par exemple une maman lui dire telle ou telle chose. À partir de cette émission, Ta maman ne peut il pas va te savoir maudire si tu es dans la vérité. J'ai dit même une maman comme toi par exemple, tout à l'heure tu prenais justement l'exemple de quelqu'un en route qui peut t'insulter, tu lui demandes je vais passer, il se met à t'insulter. Ce n'est forcément pas ton fils biologique, mais si tu maudis, ça peut marcher. Mais comment sait-on quelles sont les paroles que si on entend, on dit que, ah, attention. Donc voilà, je vais te dire quelque chose. Quand tu offenses quelqu'un, c'est comme si tu allumais les allumettes dans son aura. Et ça dégage les ondes vers toi négatives. Tu vois, non? C'est ça qui te maudit. Avec ce qui chuchote là dans son cœur. Quand quelqu'un t'insulte, hein, Niamsi, tu as fait ceci, tu as fait cela. Que quelqu'un te dit que tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Niamsi, tu m'as offensé, vraiment. Remercie la personne là. Remercie la personne qui est venue te dire que Niamsi, tu m'as offensé. Faut que tu prennes conscience et en demande pardon. Oui. Sinon, il peut se taire et te maudire. Sinon, il peut se taire et t'envoyer la fumée. Parce que la fumée de la malédiction que vous voyez souvent, la fumée que vous voyez là le matin, c'est la fumée de la malédiction. Ne crois pas que quand tu vas sortir, c'est le lait. Quelle fumée? La fumée du feu qu'on allume ou alors la Non, brume la brume du matin là? La brume du matin là. Quand quelqu'un se tient dans ça, il te parle le matin, ce n'est pas bon. Quelqu'un peut aussi se tenir dans ça, même si tu es à des kilomètres, ouais. La bénédiction te parvient. Surtout pour les mamans, surtout pour les parents. Tu te lèves tôt le matin, tu bénis. Tu bénis ton enfant. Maintenant, à contrario, est-ce que l'enfant peut maudire son parent? C'est vrai que c'est le parent qui accouche, mais si le parent est tellement irresponsable et n'est pas un exemple pour la société et la famille, est-ce qu'un enfant peut décider vraiment d'aller au soleil et dire que pourquoi vous m'avez donné un parent si irresponsable, à partir d'aujourd'hui je le maudis? Est-ce que c'est possible? Bon, on peut le dire, mais est-ce que ça peut marcher cette malédiction? La malédiction d'un parent marche. D'un enfant par un parent. Même un petit bébé peut te maudire. C'est le mot que je ne parle pas. C'est le temps que je ne dis pas ici. Parce que la jeunesse aujourd'hui va vite au besoin. Mais si tu es un parent qui fait du mal à ton enfant, dis-toi que tu es une feuille morte sur un arbre qui est en train de grandir. Tu vas vite mourir. La vie aujourd'hui, là, quand tu vois les années changent, c'est comme ça que le rythme de la nature change aussi. Si toi, tu optes pour le mal envers tes enfants, la nature aussi peut se charger de te rendre. La nature si charge. Si seulement tes enfants convoquent cette nature-là. Je dis que tu vois comment l'arbre monte avec les feuilles, non? Il y a les feuilles qui sèchent là, qui tombent. Oui, tu es celle parmi les feuilles là. D'accord. Tu vas vite mourir. Tu vas très vite mourir. D'accord, Mathias, comment est-ce que on enlève la malédiction? Si par exemple une maman maudit son enfant pour des raisons précises,
et qu'après, elle décide de revenir au meilleur sentiment. Elle décide de retirer tout ce qu'elle a dit à l'enfant pour le maudire. Est-ce que c'est suffisant pour que l'enfant, la malédiction n'atteigne plus l'enfant, par exemple? Oui. On peut maudire et retirer? On peut maudire et retirer. Quelqu'un ne peut pas te dire que tu vas maudire et tu ne retires pas, tu retires. Tu retires la malédiction. Comme tu es là, ta femme peut te maudire. Ta maman peut te maudire. Le monde des femmes est trop risqué. Même ta soeur peut te maudire. Pour ma maman, si elle a fait du bien. Elle t'a fait du bien. Si ta soeur t'a fait du bien. Elle s'est sacrifiée pour toi. Elle s'est vendue pour toi. Et que toi, Niamsi, après, tu dis que, oh, elle est qui? Hein? Tu as porté la malédiction. Puisque tu ne peux pas... Il y a les femmes, il y a certaines femmes, pourquoi est-ce que ma femme peut me maudire? Ma mère encore, je comprends, parce qu'il y a une filiation génétique. Bon, maintenant, ma femme qui vient d'une autre famille, comment peut-elle me maudire et que ça marche? Pourquoi ta femme qui dort à côté de toi, si elle a la poisse, tu as la poisse là? Hein? C'est la même chose parce que vous êtes devenus un. Vous êtes devenus un. C'est pour cela qu'elle est capable de te maudire. Il y a des choses que je te dis que je ne peux pas parler les termes de comment on maudit. Justement parce qu'il y a des choses comme ça. Ta femme te maudit, ta soeur te maudit. Ta mère te maudit, ton père te maudit. Il y a aussi la malédiction ambulante. Les 6 malédictions là. Venons-en justement à la malédiction collective, notamment une communauté ou un village. Mais qu'est-ce qu'il peut pousser la nature ou alors des gens à maudire toute une communauté ou bien tout un village? Parce que sur le plan familial, on comprend que c'est le sang, il y a une filiation. Or, le village ou la communauté, c'est l'association de plusieurs familles différentes. Mais comment est-ce que une malédiction collective d'une communauté ou d'un village peut se faire? Et nous le savons parce qu'il y a des villages ici jusqu'à aujourd'hui où si une jeune fille ne part pas de ce village-là, elle ne peut pas concevoir et accoucher. Si un garçon ne part pas de ce village-là, il ne peut pas avoir de diplôme et travailler. Oui. Comment est-ce que c'est possible, Mathias? La malédiction d'un village, parce que dans un village, il y a les gens qui sont dans ce village-là. Il y a la malédiction dans un village, c'est qu'il y a eu des sorciers, je peux dire comme ça, qui ont régné et planté les choses. Il y a des choses qu'on plante dans les villages. Vous entendez souvent qu'on est parti déterrer les choses qui faisaient la malédiction dans tel village, qui faisaient les maladies dans tel village, qui faisaient les morts dans tel village, qu'un village n'est qu'un jeune ne peut pas atteindre 40 ans, il meurt. Il y a les villages qu'un jeune ne peut pas avoir une femme. Il y a des villages il y a des gens qui ne peuvent jamais accoucher. Il y a des gens qui ne peuvent jamais travailler. Il y a des gens qui ne sont même pas intellectuels. Même un bon CPE, il n'a pas. Oui, il y a des villages comme ça. Il faut donc consulter la malédiction là. Tu regardes pourquoi les gens là ont fait ça. Pourquoi ces sorciers ont fait ça. Ils sont de quelle famille? La malédiction là est plantée où? Puisque quand la malédiction est plantée quelque part, ça dégage son odeur. Tu vois qu'on a souvent dit que les plantes dégagent le gaz carbonique. C'est toi, comme ça que toi aussi l'homme, tu dégages le gaz carbonique. Et il a pris ceux de l'homme, il a mélangé à celui de la plante. Ça dégage donc dans l'ensemble. Ce qui fait que toi, parce que dans certains villages, on a planté la malédiction avec les têtes des hommes. On a tué un humain, on a planté. Ça alors? Oui. Et cette malédiction, quand cette personne meurt, tu as enterré, par exemple, on t'a dit d'enterrer 9 personnes
pour que tu sois puissant. Maintenant, quand tu n'es plus là, ça prend donc tout le village. Ça commence à ramper. Puisque cette malédiction qu'on enterre les gens pour dire que c'est, comment on appelle ça, la puissance. Ce n'est pas bon à la longue. Ce n'est pas bon parce que si tu peux faire une magie, quelqu'un te dit déjà que prends un humain, mets en sacrifice, fais attention. Cette personne a déjà abrégé ta vie pour beaucoup. Puisque qu'est-ce que les ancêtres faisaient? Les ancêtres se sacrifiaient eux-mêmes. Mais aujourd'hui, on arrête les êtres vivants pour sacrifier. Non. L'ancêtre pouvait dire que bon, comme il y a telle chose, moi je m'avance là-bas, je vais voir à l'au-delà ce qui ne va pas. Je veux venir vous retransmettre. Et réparer. Et réparer. C'est ce que les ancêtres faisaient. Mais aujourd'hui, tu brimes quelqu'un, tu le tortures, même s'il répète le mot là, dans le cœur là, son âme n'est pas là, il sait que tu le brimes. Il répète seulement ça. Pour qu'il passe seulement une seule fois. Donc, c'est-à-dire, on enterre des gens pour rendre un patriarche puissant. Puissant. Et effectivement, ils sont puissants parce que c'est ce genre de personnes justement qui disparaît même. C'est-à-dire qui contribue à plus ou moins protéger, par exemple, le village contre toute attaque mystique et autres. Mais sauf que, quand il meurt, ça reste où et comment? Et comment qu'il reste avec ça? Ça se retourne donc en malédiction. En malédiction. Et ça prend tout le village. Ça prend tout le village. Donc, ce n'est même pas question. Tu as dit que c'est quand quelqu'un tue, c'est là où il disparaît. C'est faux. Disparaître, c'est une petite magie que tu fais. Même toi, tu peux faire ça. Tu disparais. Tu n'es pas obligé de tuer quelqu'un pour disparaître. Va par exemple chez les pygmées. Tu vas trouver même les petits-enfants disparaître. Donc, tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un pour disparaître. Mathias, il faut me donner ça. J'ai envie de commencer à disparaître. Donc, parfois... Ce n'est pas moi qui donne, c'est un patriarche là-bas quelque part qui donne. C'est un patriarche là-bas quelque part qui donne. Tu n'es pas obligé de tuer quelqu'un pour disparaître. Je comprends. En fait, j'étais en train de prendre l'exemple Il y a par exemple, qui pensent que c'est en leur faisant un que ça pouvoir. rend le patriarche puissant. On dit souvent que le pouvoir de l'estomac. Par exemple, comme tu vois les gens faire le saraka. Le saraka là. Les gens font le saraka très mal. Parce que quelqu'un te dit que va acheter la nourriture, tu donnes plus la nourriture aux gens. Non. Le saraka ne se passe pas comme ça. Le saraka se passe que tu appelles les gens. Tu leur dis que j'ai tel souci. Je veux devenir puissant par exemple. Je veux devenir puissant. Je veux devenir ceci. Tu prépares donc cette nourriture. De quelle tu vas mettre certaines choses dedans. Comme quoi, Mathias? Comme certaines feuilles. Moi, je ne connais pas comment on appelle ça en français. Je ne connais pas comment on appelle ça en français. On appelle ça comment en langue maternelle? On a saï. Saï. Oui, la bénédiction, les feuilles de la bénédiction, tu mets ça là. Donc, tu demandes aux hommes que donnez-moi une part de tel. Dans votre énergie, vous conversez. Tu peux appeler 10 personnes, tu peux appeler 100, tu peux appeler... Et cette nourriture doit se manger là. Vous finissez de manger ça là. Ça ne sort pas, ça ne voyage pas. Parce que c'est lui qui va manger ça là-bas. Tu ne sais pas ce que son cœur parle. Est-ce que ça, ce n'est pas déjà la sorcellerie? Ce n'est pas la sorcellerie. C'est la sorcellerie en quelque sorte. Est-ce que c'est alors bien? C'est bien. C'est bien. Si quelqu'un vient te demander que Nyamsi, je veux faire le saraka.
dans ce saraka, je veux que tu défalques une de tes petites énergies. Tu me donnes. Je veux préparer tel jour. On s'assoit, on mange. C'est un pacte, non? C'est un pacte. Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Non. Il n'y a pas de conséquences. La conséquence, c'est que si c'est que lui qui fait le saraka, ce qu'il vous a promis, il ne vous donne pas, c'est lui qui sera maudit. Ou bien l'intention n'est pas bonne en le faisant. Oui. C'est lui et quoi qu'il vous dribble, c'est lui qui sera maudit et c'est lui qui va prendre la malédiction et vous prenez toutes ces bénédictions. C'est ça alors le drame du saraka que les gens font là. Donc il faut être vrai. Il faut être vrai. Viens vrai. Dis que, par exemple, je veux la force pour travailler, par exemple, mon champ. Donnez-moi, comme vous n'êtes pas sur place, j'ai préparé cette nourriture, que vous me donnez un peu la force, parce que je veux travailler mon champ, par exemple. Tu fais cette nourriture-là, tu ne mets pas l'herbe là qu'ils ne voient pas. Hein. Tu mets ça. Tout le monde finit de parler sur l'herbe là. Tu donnes de main en main, main en main, main en main. On finit donc de mettre ça, couper ça frais, mettre dans la nourriture. Vous finissez de manger ensemble. Vous balayez le reste des déchets que vous jetez à la poubelle. Tout le monde se sépare. S'il y a un verre de vin, vous buvez. Tout le monde se sépare. Mais est-ce que ce n'est pas très contraignant tout ça? Parce que dans l'imagerie populaire, on connaît que le saraka, c'est que tu prépares, tu achètes à boire. Ça ne donne rien. Tu invites les gens Ça viennent ne va manger. jamais rien donner. Parfois, tu vas te surprendre que... Parfois, c'est les bonbons, les biscuits que tu c'est achètes des pour zéros. de nos C'est petits des enfants. histoires. C'est des histoires. Je vous dis que ce saraka-là, c'est des histoires. Mais quand, par exemple, toi, matriarche, quand tu consultes quelqu'un et que il est nécessaire pour lui de faire le salaka, est-ce que tu lui dis comme ça de le faire? Parce qu'il y a beaucoup de praticiens qui disent tout simplement qu'il faut faire le salaka. Essaie de préparer, tu appelles les gens. Justement, tu lui dis comme ça, il va te dire que ça ne peut pas donner. Parce que s'il pas dire à sa famille qu'il veut telle chose, il faut qu'il mange à tout, ma fille. Tu vois, non? Mais il y a quand même, il y a quand même certaines familles qui font ça et ça réussit. Quelqu'un, il n'est rien, il appelle ses frères et sœurs, il prépare la nourriture. Il dit que comme vous voyez là, je veux telle chose. Mais en attendant, voilà ça. Puisque tout le monde dans cet cercle, c'est comme la paix. Tout le monde dit que quand tu auras ton argent, tu vas faire ceci, tu ne vas pas me donner. Tu peux, ben oui, je vais te donner. L'autre va te dire que c'est parce que tu es souvent ceci. On va aussi t'écorcher, non? Dans tes sales habitudes. Je ne veux plus entendre que tu viens faire mal ici, là. Le désordre des femmes que tu veux, ta femme peut te dire ça. Le désordre que tu veux. Si tu veux une femme, épouse-la, tu l'amènes ici à la maison. Je ne veux plus le désordre. Tu dis que oui. L'autre te dit oui, oui, oui. Ils finissent de parler. Tu prends ça, tu découpes. Tu mets dans la nourriture là. Tout le monde se sert. Vous finissez de manger. Vous vous séparez. Si ce que tu as demandé dans le sarkala ne va pas donner, c'est que Dieu n'existe pas. Ou les ancêtres n'existent pas. D'accord, Mathias. Puisque c'est ça que tu vois, l'Église a volé pour dire que la communion. Ils ont volé la communion, c'est les Africains. Oui, puisque la messe, c'est quoi? Après avoir prêché, après avoir fait la paix du Christ et tout et tout. Ils appellent ça quoi? Après avoir fait l'homélie, la paix du Christ et la tout. paix du Christ. C'est à ce moment-là donc on donne la communion. La communion. Parce que la communion donne la communion presque à la sortie déjà de l'église. Oui, presque à la sortie. Et maintenant, c'est ce que les Africains font. Même chez les patriarches, vous pouvez demander même, par exemple, à un des patriarches,
eux-mêmes, ils font ça. Donc, un patriarche n'est pas ce que vous entendez. Simplement comme ça. Hey! Le groupe de patriarches là n'est pas du donné. Hein? Moi, je connais les cercles de patriarches où les autres patriarches disent à l'autre que vraiment on te punit parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Ils se parlent dans le cercle des patriarches. Ils se corrigent très mal. Mais là-bas, il n'existe pas que tu es président de la République. On va te dire que ce que tu as fait là, tu as mal fait. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. On ne veut plus ça. Sinon, tu ne ressors pas ici avec tes attributs de patriarche. Toi aussi, quand tout le monde connaît que tu es patriarche, hein, et on te voit que tu es déjà simple, tu n'es plus patriarche, on va te demander qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est une honte, justement. C'est une honte. Puisque être patriarche, c'est comme dans une secte. Hein? Quand quelqu'un est patriarche, tu es dans une secte. Hein? Parce que là-bas, il y a les lois, il y a les mesures. Tu ne peux pas, là où tu es là, toi, si tu peux faire n'importe quoi. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Tu ne peux pas faire n'importe quoi quand tu es patriarche. C'est pour cela que moi, je dis souvent que certaines organisations dans certains pays ont tort. Parce que quand ils organisent le pays à l'Assemblée, ils laissent les patriarches. Parce que normalement, à l'Assemblée, on devrait inviter certains patriarches pour parler du pays. Mais moi, je trouve que la politique coloniale a peur des patriarches parce que ils sont compliqués. Maintenant, matriarche, dans le cas de cette malédiction collective d'un village ou alors d'une communauté dans laquelle rien ne marche, comme je l'ai dit tantôt, les filles n'enfantent pas, les hommes ne trouvent pas du travail, c'est toujours la guerre, c'est toujours les conflits, c'est toujours les problèmes. Alors, dans ce cas-là, comment fait-on pour sortir justement de là, de cette malédiction collective-là, d'un village ou d'une communauté? Pour sortir dans cette malédiction collective, on parlerait d'abord d'une famille avant d'arriver à la communauté. Donc, dans une malédiction collective familiale, il faut déjà que la famille reconnaisse son arbre généalogique de tous les méfaits vécus. Donc, quand ils connaissent déjà ça, il y a lieu de faire une purification, soit après 6 mois familial, soit après 1 an. Bon, s'ils ne reconnaissent pas, si les gens qui ont fait le rituel pour que le patriarche soit puissant, ils sont tous morts, le patriarche également est décédé. Ça va commencer comment? Quel est le processus premier qu'il faut entreprendre après avoir constaté effectivement que le village est maudit? Le processus premier, c'est qu'eux-mêmes, c'est-à-dire l'âme de quelqu'un connaît régulièrement que quelque chose est mauvais. Tu as souvent la chair de poule quand quelque chose de mal veut t'arriver, non? Voilà. C'est comme ça que vous aussi, quand vous restez, vous savez que ceci est mauvais, mais on va faire comment pour s'en sortir. Donc, la première des choses d'une malédiction, dans une famille, que vous voyez le marabout, les tradis praticiens, les prêtres et tout, vous-même déjà, vous devez commencer à soulever ça, à chasser ça, puisque ça vous couvre comme une bâche dans un village, et puis ça vous fait mal. Donc, vous devez déjà commencer à soulever ça. Chaque fois que vous sentez qu'il y a une malédiction dans un village. Ça, je donne ce conseil ici, là, parce que beaucoup de villages vivent ça. Et ils traînent partout. On a déjà fait 50 messes. On a déjà appelé les gens ici. Ce n'est pas quitté. Prends la peine d'arriver, puisque si ce n'est pas ton cordon ombilical qui est planté là-bas, c'est le cordon ombilical de ton grand-père, ou de ta grand-mère, ou de ton père, ou de ta mère. Prends la peine
d'aller dans ton village au début de la saison pluvieuse. Voilà. Au début de la saison pluvieuse, que les premières pluies te trouvent là-bas. Si tu as le rythme de trucs de blanc là, comment on appelle ça? La météo. Si on te dit qu'il va pleuvoir, prends tes pieds, pars dans ton village. La première pluie là, tu te déshabilles, tu te laves là, tu parles, tu dis que tu enlèves toute la malédiction là, et tout et tout. Parce que c'est cette pluie qui enlève souvent toutes les malédictions, voire même tes enfants. Tu les laves. Tu peux les dispatcher pour que ton enfant ne te voie pas nu. Quand la pluie commence, tu l'autre. Puisque la pluie tombe partout au même moment, donc chacun peut aller dans son coin où il pleut toujours et se laver. Et se laver. Comme ça, vous pouvez faire ça même pendant 13 ans. La malédiction part toute seule. Pendant 13 ans chaque année? Oui. Est-ce que les premières pluies de chaque année? Ça alors? Hein? Pendant 13 ans, même si tu ne finis pas en 13 ans, même si tu finis en 20 ans, mais commence quand même, tu vas voir. Puisque la malédiction, quand c'est là, quand la malédiction est là, si on te donnait les yeux là, ça se cache dans les maisons, ça n'aime pas la pluie là. Et si toi tu te laves avec la pluie là, tu entres à la maison, ça sort. Donc c'est ça qu'il faut, il faut vraiment sauver les gens. Ici en Afrique, nous sommes déjà très peu nombreux. Parce que si, oui, à Kama, nous sommes déjà très peu nombreux. On a la promiscution des villes, on croit qu'on est surpeuplé. Rien, on est plus nombreux. Mais la population s'accroît. Quelle accroît? Au Cameroun, par exemple, il y a 10 ans, on était à 18 millions. Aujourd'hui, on est presque à 30 millions. Et l'année de même dans tous les autres pays de Kamanon, Matillage. Quels 30 millions? moi, je ne vois pas. Je ne vois pas les 30 millions là. Faites très attention avec les 30 millions là. Tu as regardé la morgue, combien de gens meurent? Et à quel âge? Mais on est plus qu'on ne meurt aussi, non, Matillage. Avant qu'on ne poursuive, je veux dire... Donc, celui d'un village, d'une famille, c'est comme ça. Parce que tu ne vas pas venir, même si tu fais comment, c'est l'eau de la pluie, les premières pluies là. Commence à te soigner avec. D'accord. On va en venir avec la malédiction de l'eau. Mais avant, je vais te poser une question. Est-ce que quelqu'un qui couche avec la femme d'autrui, est-ce que de façon consentante, oui. Donc c'est-à-dire la femme sait qu'elle est mariée, oui. mais elle couche avec un autre homme. L'homme également sait qu'elle est mariée. Est-ce que les deux peuvent être maudits? Parce que ce qui est certain, c'est qu'il y a une malédiction. Parce que quand un homme et une femme se mettent ensemble et qu'on fait la dot avec l'approbation des deux familles et des ancêtres, mais maintenant tu peux encore donner ton corps à un autre un homme ou à une autre femme. Ancestrale. Voilà. Les deux sont maudits et jusqu'où peut aller cette malédiction. Ça permet également de donner le conseil à tous ceux qui couchent avec les femmes des gens. À tous ces des femmes qui couchent également avec les maris des autres femmes. De ne plus le faire parce qu'il y a une grosse malédiction derrière un mariage. Voici. La malédiction vient entre les deux personnes là. Parce que je vais te raconter une histoire. Il y a un vieux papa qui a épousé une jeune fille. Tu sais que la pauvreté fait aujourd'hui que les jeunes filles partent chez les vieux. Maintenant, cette jeune fille avait un autre jeune avec lequel il avait qui vivait avec la jeune femme. Oui, celui qu'on appelle souvent son nyoxeur. Son nyoxeur. Le vieux papa a su ça. Maintenant, il a envoyé la malédiction. Il n'a touché à rien. C'est pour cela qu'il t'a dit que ta femme peut te maudire. Ton mari peut te maudire. Il n'a touché à rien. Ce jeune garçon est devenu impuissant. Il n'a touché à rien.
ce jeune garçon a perdu son travail. D'autant plus que c'est le vieux papa là qui lui avait mis dans ce travail-là. Sachant que c'est quelqu'un qu'on a grandi ensemble, c'est quelqu'un qu'on sympathise ensemble. Il a perdu son travail. Ce jeune garçon est mort. Voilà le premier cas. Voilà encore l'autre. Un mari qui envoie sa femme se prostituer. Il prend l'argent. Il est devenu maudit. Maudit pourquoi? Parce que il a urgé sa femme à aller chercher l'argent chez le ministre. Alors que le ministre, lui, il aimait vraiment la femme. Il a fait la comédie comme quoi il a chassé la femme. Le vieux père aussi commence aussi à se contenter qu'il a une femme. Alors que au moment où il n'était plus ministre, ça je préfère taire le nom. Elle a rejoint son mari. Ils n'ont même pas fait 2 mois. L'autre est mort le mois-ci. Le mois qui suivait, l'autre est mort. Juste parce que il avait là-dedans. C'est ça qu'il dit que l'aura que quelqu'un dégage négativement contre toi, il faut se méfier de ça. Il y a même tellement de cas et matriarches. Il y a un autre monsieur qui était marié. Il sortait avec la femme de quelqu'un d'autre qui vivait en Anguille beaucoup. Lui, il était ici à Yaoundé marié. La femme également était mariée. Ils sortaient ensemble. Quand le mari de la femme a su, bon, il a fait ce qu'il a fait. Le monsieur a commencé par un petit bouton sur son pénis. Il dit un petit bouton. Pour finir, son pénis a complètement disparu. Donc le bouton au fur et à mesure s'agrandissait et rongeait le pénis, rongeait le pénis, rongeait le pénis. Il était loin de s'imaginer que ça peut être quelque chose comme ça. À l'hôpital, il n'y avait pas moyen. Quand on est donc allé chercher, on s'est rendu compte qu'il sortait avec la femme de quelqu'un et c'est ce quelqu'un-là qui l'a fait ça. Voilà. Quand on est allé voir le monsieur pour lui demander pardon. Même s'il y a quoi à donner pour sauver la vie, il a dit que non, moi je peux seulement gâter. Mais je ne peux pas arranger. Et pour finir, au jour d'aujourd'hui, le type ne vit plus. Voilà, il est mort. Voilà. C'est pour cela que tu peux voir qu'il y a des malédictions comme ça. Ce qui veut dire que l'infidélité dans le mariage n'est pas bien. C'est pourquoi ces émissions également sont des émissions éducatives. Oui. Il est important de sensibiliser et d'éduquer davantage tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous regardent. L'infidélité dans le mariage est extrêmement dangereux parce que les conséquences sont sans pareil. Il y a aussi un autre paramètre. Nos ancêtres faisaient comment? Avec leurs neveux. Tu trouvais quelqu'un, il a même 12 femmes. Il a ces vieilles femmes que lui-même, il a travaillé là-bas. Mais comme la famille, la richesse d'un Africain, d'un Kamite, avant, était que les hommes, il fallait avoir beaucoup d'hommes pour se sentir chef, pour se sentir patriarche, pour se sentir grand. Tu as beaucoup d'hommes. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il épouse 2 ou 3 femmes qui sont comme ces jeunes filles-là. Il ne fait pas l'amour avec. Mais elles font des enfants. Ça veut dire que quoi? Il sauvegarde ces anciennes femmes-là. Les jeunes filles-là sont là pour maintenir ses neveux pour qu'ils ne divaguent pas. Tu vois, non? Ça veut dire qu'on disait souvent, la femme de l'oncle, le neveu se contente de la femme de l'oncle. Tu vois? Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quelqu'un épouse ces femmes-là, ils consomment tous les 3. Si le neveu vient se contacter, là, il tue. Mais s'il a la force de consommer, ce sont ces femmes dans le matriarche. Mais s'il a la force de consommer, ce sont ces femmes. Même s'il n'a pas la force, et s'il ne donne pas l'autorisation, ce sont ses femmes, ce sont ses propriétés. Donc c'est ce qui fait que c'est les patriarches même qui autorisaient leur neveu que tu peux aller là-bas, tu peux aller là-bas. Voilà. Maintenant, ici, là, ne touche pas. Très bien. Tu n'es que là pour manger et boire. Si à la nourriture, demande là-bas. Mais si tu veux dormir, c'est là-bas. Parce que là-bas, moi, je ne touche pas. C'est pour vous. C'est ce que j'ai gardé. Voilà. C'est ce qui était alors la femme d'un patriarche. Alors, aujourd'hui, il y a quelque chose qui me
qui me met mal. Régulièrement, les femmes m'insultent avec ça. Beaucoup de femmes des patriarches aujourd'hui là sont mariées sur le régime monogamie. Donc le patriarche, quand il est en ville, le village reste à froid. Quand il est au village, la ville reste à froid. Un patriarche en général doit avoir au moins 4 femmes. Parce que tu ne sais pas là où tu vas l'attraper. Tu ne sais pas s'il est là-bas aujourd'hui, s'il est là-bas demain ou après-demain, il est là-bas. Quand celui-là fait beaucoup, peut-être qu'il construit sa maison, ses femmes partent lui trouver là où il est, là où il habite. Beaucoup font comme ça. C'est vrai, chez nous les Bassas, quand tu veux être patriarche, comme Bassa ne te demande pas, quand tu veux être patriarche, on te demande plusieurs femmes. Mais plusieurs femmes nécessitent aussi les moyens, maquillage. Si c'est patriarche, quel moyen, bien qu'il soit patriarche quel moyen, et qu'il n'ait pas les moyens, est-ce qu'il moyen? va prendre ces femmes-là pour que les enfants d'autrui viennent souffrir chez lui? Quel moyen? C'est ça qui fait le problème aujourd'hui. Quel moyen? Voilà les robots qui sont déjà à jour. Pour devenir, tu vas acheter un robot pour devenir ton enfant. Le robot a déjà la carte d'identité nationale comme toi. Quand il va mourir, au lieu de lui laisser dans le garage des robots, tu vas venir faire les funérailles et recommander le corps d'un robot, l'âme d'un robot à tes ancêtres, déjà qu'il n'a pas d'âme. Tu vas recommander ça à tes ancêtres. Méfiez-vous avec vos pensées des argent là. Méfiez-vous. Parce que un patriarche avait 2, 3 femmes communes. Quand tu es dans le cercle de patriarche, on te demande une femme. Celle-là, tu ne peux plus la commander comme l'autre. Tu ne peux plus la commander comme l'autre. Cela veut dire que les choses, les attributs de patriarcat qu'on t'a donné, elle connaît gérer ça. Alors si tu veux faire d'autres choses en dehors des attributs que celle-là a, c'est une autre femme qui gère. Quand tu veux faire plus, c'est l'autre qui gère. Parce que tu as beaucoup de travail. Ce n'est pas toi qui vas être à la fois taper le tam-tam et machin. Si tu as une fête, par exemple, tu veux les chanteurs. Tu connais que tu as ta femme qui aime chanter là-bas. Elle connaît tous les chanteurs. Elle vient avec son lot. Si tu veux faire l'administration, tu connais qu'il y a ta femme là qui sait lire et écrire. C'est elle qui parle là-bas. Chacune contribue à l'épanouissement de la famille. Chacun contribue à l'épanouissement de la famille entière. Et l'enfant n'est l'enfant de personne. L'enfant, c'est l'enfant de toutes les femmes. Si jamais on vient, on croit que toi, tu prends seulement en considération tes enfants, mais tu ne dois plus rester là, dans ce royaume. Dans ce cas de figure, c'est compréhensible. Mais lorsque tu viens seulement par derrière, voler la femme du patriarche, fut-elle encore jeune, alors s'il constate, il te maudit. Il te maudit. Et les conséquences sont dévastatrices. Si tu veux la femme du patriarche, va lui demander à lui-même. Est-ce que la femme, c'est la banane matriarche ou bien Ce la n'est pas la goyave? banane. Puisque lui-même, il connaît là où il va t'envoyer. Il va te dire que ne touche pas ma femme, mais va là-bas de l'autre côté. Est-ce que ce n'est pas risqué? Il y a plein de femmes dans le village. Pourquoi aller chercher seulement la femme du patriarche au point d'aller dire au patriarche que moi je veux ta femme là? C'est très courageux ça. C'est le suicide. Tu vois comment il y a une histoire que notre grand-mère nous racontait souvent, que quelqu'un est quitté d'un village lointain, il est arrivé chez son ami et il lui dit qu'il était patriarche. Il lui demande comment je vais donc passer la nuit ici. Il lui dit que il y a la veuve de mon frère qui vient de mourir. Mais elle me sert aussi beaucoup. Quand les autres sont au champ, elle me prépare à manger avant d'aller au champ. Je voulais déjà commencer certaines choses. C'est comme ça que son ami lui dit que non. Il faut que je dorme là-bas. Comme je suis aussi venue ici, là, j'ai un mois. Je vais aider aussi à faire le champ, à faire les choses. Dans le patriarche, s'il n'a pas sa propre femme, il a les veuves qu'il a en charge. Tu vois, non? Donc, ils sont à sa charge. Il peut toujours te passer là-bas que non. Va là-bas. Hein? Toujours est-il dit qu'un
patriarche ne doit pas rester à sec dans sa maison. Franchement, moi-même, je suis une femme. Je suis une femme, je suis matriarche, j'ai grandi, j'étais jeune. C'est difficile à accepter, mais aujourd'hui, l'allure que les ancêtres viennent avec, quand tu as déjà un mari qui est patriarche, je te jure que laisse la place aux autres femmes, qu'ils entrent chez toi. Laisse-les la place. Tu n'auras pas la paix. Si tu veux même vivre longtemps, si tu veux même vivre longtemps, si tu veux même être bien avec le patriarche, toi-même, tu sois la première à aller l'épouser des femmes. Tu viens poser. Tu viens poser. Que il pas faire les choses derrière. Toi, la jeune fille qui est dehors, un patriarche te drague, n'accepte pas. S'il ne t'amène pas chez lui pour te présenter à sa femme, n'accepte pas. Mais est-ce que le premier jour, il va t'amener à la maison pour te présenter? Il y a d'abord un premier contact, non, matriarche. Non, tu es obligé de contacter. Où le patriarche va dire à la jeune femme est-ce que c'est obligé que tu goûtes d'abord la femme avant de l'amener pour l'épouser? Il peut même ne pas goûter, mais c'est-à-dire le premier contact. Mais oui, c'est ça qu'il faut parler, non? Qui fait savoir à la jeune fille que bon, le patriarche veut me prendre pour épouse. Et aller donner l'information également à sa femme de la maison, pour qu'elle soit préparée à accueillir une autre. Accueillir, non, qu'elle-même vérifie d'abord. Elle va seulement accueillir quelque chose si c'est que ça vient lui tuer. Voilà, par exemple. C'est elle-même qui part d'abord vérifier. Dès que tu la présentes, tu laisses. De temps en temps, tu lui donnes même un 5 000 que va un peu regarder ce que je t'ai montré là, que c'est comment. C'est elle-même qui connaît comment elle pose les pieds là-bas. Hein? Pas plus toi. Tu fais même, tu abandonnes. Tu vois comment elle peut s'en sortir avec ces dernières. C'est ta femme qui est à la maison qui va te dire que, patriarche, les choses sont déjà mûres là-bas. Elle veut déjà venir. On va la chercher. Moi, je connais dans certaines régions, c'est comme ça que ça se passe. Hein? En Afrique de l'Ouest, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Donc, tu crois que les royaumes, par exemple, comme au Ghana, tu vas trouver le roi avec 5 femmes, 6 femmes. Tu crois que qui les épouse? C'est sa femme-là, la reine, qui épouse les femmes à son mari. Quand lui, ça l'intéresse, il vient lui dire. C'est lui qui part dire à sa femme que vraiment, j'ai vu une fille là-bas qui m'intéresse. D'accord. Donc, c'est comme ça. Mathias, bientôt, on va sortir de l'émission. Venons-en à la malédiction de l'eau. L'eau qui, dans notre vie, nous sert non seulement à se baigner, à faire la vaisselle, à cuisiner également, parce qu'il faut dire que dans nos villages, nous n'avons pas les robinets que nous avons en ville. Donc parfois, c'est avec l'eau de la rivière également qu'on cuisine. À quel moment est-ce que cette eau peut être polluée, cette eau peut être maudite? Qu'est-ce qui peut maudire une rivière, par exemple, dans un village? Et comment faire pour enlever la malédiction là dans une rivière? Oui. Bonne question. Voici tout ce que tu touches dans la nature, tel que l'herbe, tel que l'arbre, tel que l'eau. Ça a un esprit. Il faut parler à cet esprit. Mais la malédiction de l'eau vient que l'eau nous maudit parce que c'est toi l'homme qui souille régulièrement l'eau. Il fut à une certaine époque, l'eau est fâchée contre nous. Par exemple, dans mon village, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Parce que dans les rivières, l'eau gardait ce poisson-là. L'eau gardait ses crevettes. L'eau gardait normalement ses crabes. Toi, l'homme, tu prends le gamophèle, le poison, tu viens mettre dans l'eau. L'eau là va faire descendre le poison là. Il coule en haut. Il garde le peu de poisson qu'il garde. Le peu de crabe, les échantillons. Il garde le poison là dans l'eau. Quand toi, l'homme, tu vas venir, régulièrement, il va te mettre un peu là. Cette malédiction, il va te mettre ça là, parce que c'est toi qui as mis le poison pour l'empoisonner. Il
va te mettre le poison là. Ce qui veut dire qu'en retour, vous aurez l'eau sale. Comme ce qu'on fait ici, par exemple, à Yaoundé. On verse les poubelles dans le Fundi, par exemple. Qui est un cours d'eau. Qui est un cours d'eau. Quand toi, tu jettes la poubelle dans l'eau, tu crois que l'eau que tu vas boire, même si c'est l'eau tanguée là que tu bois tous les jours, tu auras toujours le mal de l'eau. Tu vas toujours aller à l'hôpital, on va te dire que, oh, ton ventre là, c'est l'eau sale. Tu vas te dire que je bois l'eau propre, mais pourquoi j'ai ça? C'est ça. C'est ça. Encore que les gens qui fabriquent les bissap, les folérés, partent prendre justement, ramasser les bouteilles dans ces eaux-là. Donc ça peut venir de là, tout le monde peut en être victime. Donc l'eau ne va plus bien te servir. Donc il faut respecter l'eau. Tu trouves quelque chose qui souille l'eau, enlève. Une fois, je suis partie dans un village. Je passais, j'étais de passage. J'allais chercher mes choses que je cherche souvent. Voir aussi une femme de Mouvungu qui était un peu à 5 km de là. Je trouve que quelqu'un est mort à côté, dans un village à côté, où il saignait. On a pris le matelas, son petit matelas pourri là, on a jeté dans l'eau. J'étais obligée de refaire 1 kilomètre pour arriver dans les maisons là. Je leur dis que qui a jeté le matelas dans l'eau? Oh non, on a jeté, c'est parce qu'il avait le malade, machin. Mais vous ne pouvez pas creuser le sol et brûler. Un peu en retrait de la maison. Vous jetez dans l'eau, allez alors enlever ça. Si toi tu peux enlever, tu enlèves. Je suis partie, j'ai cherché les bâtons avec les cordes de la brousse, j'ai coupé, j'ai enlevé ça, j'ai tiré. Tu sais qu'un matelas, ça a déjà pris l'eau. Ça pèse. Ça pèse. Un gars est venu me trouver là. On a tiré, mettre à côté. J'ai demandé au gars là qu'il te paye l'argent. Il faut creuser, tu mets ça là en bas, dans la boue. Il me dit que la mer, moi je cherchais même 2000 comme ça là. Il dit creuse. Il a pris le truc, il a creusé. On a enfoui le matelas, on a versé le truc en haut. Je lui ai expliqué le truc de l'eau là. Il a eu peur. Je lui ai dit que c'est très dangereux. Quand tu souilles l'eau, il y a des malédictions qui sortent dans l'eau, que l'eau renferme beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on bénit l'eau. Les patriarches bénissent l'eau dans un village. Moi j'ai connu les grands-pères qui bénissaient l'eau dans notre village. On ne connaissait pas ce qu'on appelle fièvre typhoïde, amibe, levure. On ne connaissait pas l'autre là. C'était rare quand même, hein? C'était rare. On ne connaissait pas l'autre là. Puisque on disait que l'eau ne tue pas. Et c'était vrai, l'eau ne tuait pas. Va-t-elle là? Moi je connais dans certaines régions à l'extrême nord, là où nos sœurs Movugu nous donnent souvent l'huile de nîmes, de karité et autres, de mangue. Donc, il y a l'eau là-bas que si tu veux énerver tout le village, je dis même les chèvres, jette quelque chose dans l'eau, on va voir comment la chèvre va venir comme ça là. Dès qu'il guette que c'est la bouteille que tu as jetée dans l'eau ou le plastique, tu vas voir comment la chèvre va guetter comme ça, il rentre en courant. On sait qu'il y a quelque chose dans l'eau qui est étrange. On va venir enlever ça et tu vois la chèvre venir boire l'eau. J'ai vu ça au nord. La chèvre. Pas une ancienne chèvre, hein, une jeune. un cabri. Un cabri. Donc, le poison qu'on met dans l'eau chaque jour, ça veut dire qu'on n'a même plus, même les hygiénistes n'ont plus la bouche pour parler de cette pollution-là. Donc, il faut qu'on soit conscient qu'on ne doit plus salir les eaux. Même si, à côté de ta maison, tu as creusé ceux qui sont dans les villages, tu creuses la source d'eau. Ne te mets plus à polluer ça. Tu pollues ça, ça te revient. Hein. Cette malédiction te revient, mais tu ne connais pas. Tu vas te sentir que tu te laves, tu as la gale. Tu es ceci, tu as fait tous les remèdes, ça ne donne pas. Alors que c'est l'eau que tu as polluée.
Tu vois, d'autres gens ont compris qu'il ne faut plus polluer l'eau. Il ne faut plus polluer l'eau. Ne crois pas que quand tu vas jeter, la personne ne t'a vu. Et ça ne va pas, tu n'auras pas un retour à ça. Tu as un retour, très bien même. La chèvre meurt, ou un animal meurt, le chien meurt, le chat meurt. Tu ne peux pas jeter dans l'eau. Tu jettes pour qui? Tu jettes pour toi. Et généralement, c'est dans l'eau qu'on jette. Hein? Voilà. Parce qu'on se dit que bon, comme l'eau circule, forcément ça va. Oh, Non, ça empoisonne. Ça empoisonne. Oui, tu es en train de t'empoisonner toi-même. L'eau se fâche. L'eau n'aime pas la saleté. C'est pas pour rien qu'il y a la pluie dans la nature. Pour balayer tout. Quand la pluie vient, ça balaye, non? Ça balaye les toitures. Ça balaye, ça balaye, ça balaye. Et toi, quand tu reviens, vraiment, tu ressalis. Tu passes salir l'eau de la rivière. C'est grave. C'est pour cela que nous travaillons régulièrement. On embellit. On embellit. Ça veut dire que tu vas me trouver là que j'enlève les bouteilles dans l'eau comme je suis là-bas à Azili. Tu vas trouver que les gens sont venus puiser l'eau dans la source. J'ai enlevé, ils ont laissé les bouteilles, les choses cassées et tout. J'enlève tout ça. Je ne vais pas mettre de côté. Mais quand ils vont revenir, voir que c'est propre, ils ressalent encore. Tu vois que c'est un truc qu'on croit qu'on fait, que c'est du mal à l'eau. On fait du mal à l'eau. Alors que tu te fais à la nature, tu te fais du mal à toi-même. C'est la même chose que je disais à l'émission dernièrement, que ne crois pas que quand tu passes avec la machette en forêt, tu vois un arbre, tu coupes, ça reste saigné. Tu coupes, ça reste saigné. C'est ta malédiction que tu vas te tenir que après, on va te soigner avec les écorces, ça ne donne pas, alors que les arbres t'ont maudit. Toutes choses qui vivent, tu ne dois pas gâter. Sauf pour utiliser. Sauf pour utiliser. Même le sable. Le sable, si. Si tu prends le sable de mer, vraiment pas là, ce sable que je t'amène pour faire telle chose. Puisque s'il est là-bas, ça veut dire qu'il se sent bien là-bas. Il se sent bien, c'est son monde. Si tu l'enlèves, dis-lui pourquoi tu lui prends. C'est pour cela que quand on prend l'herbe, on dit pourquoi on prend l'herbe. Mais toi, quand tu viens venir creuser le WC, ou tu veux faire le champ, dès que tu arrives, tu attaques le sol. Non. Dis que sol, je vais te creuser. Parce que je dois planter ce que je dois manger, que tu vas faire repousser les vivres que je dois manger. Et après que j'ai enlevé mon champ, tu auras un repos. Oui. Tu vas faire ton champ. On va dire que tu n'as pas mis les engrais là. Les gens vont nier. Ça va donner tu récoltes, tu fais comme tu as dit. Et ne fais pas que dans ton champ, tu mets l'herbicide. L'herbicide qu'on utilise là, c'est toujours la malédiction qu'on porte dans ça. Tu vas te surprendre que tu peux planter là-bas, ça ne donne plus. Alors que l'herbicide que tu as mis dans la cour, l'herbe de la cour s'est fâchée. Ça s'est fâché. Les mains que tu peux toucher l'autre sol là-bas au champ, vois déjà comment tu as d'abord. Tes mains sont souillées. C'est comme quelqu'un a fait un crime là-bas, il croit qu'il s'est lavé, il ne voit pas. Quand il arrive devant toi qui est voyant, on voit comment tu as les mains souillées avec le sang. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle parfois quand tu vas au champ, les champs sont souvent divisés? Oui. La saison des maïs, telle personne a semé le maïs. Oui. Tout à côté, il y a la limite. De l'autre côté, telle autre personne a semé également le maïs. Oui. Mais le champ, si précisément, a bien produit le maïs. Mais le champ qui est tout à côté, les maïs sont chétifs. Pourtant, c'est la même terre. C'est la même terre. C'est ça que je te dis, que c'est la malédiction de la nature. D'accord. La malédiction de la terre. La malédiction de l'eau. Il y a même la malédiction de l'air. Oui. C'est pour cela que tu vois nos gens bénissent l'eau, le sel, l'air, les pierres et tout. C'est parce qu'ils savent que là, il y a une vie.
Donc, ne fais jamais quelque chose. Tu vois, par exemple, les gens qui creusent la tombe. Comment quand tu creuses la tombe, tu dis les mots de passe pour enterrer quelqu'un. Vous commencez à creuser, vous dites certains mots de passe. Pourquoi quand tu fais le chant, tu n'as pas les mêmes mots de passe pour dire? Hein? On ne creuse pas la terre comme ça. Hein? Quand j'étais à l'ouest pour assister, on m'avait invité là-bas pour assister à une petite cérémonie de l'ACAM. On a parlé de ça. On ne touche pas la terre comme ça. Tu vas venir mettre les engrais. C'est pour cela que la nourriture qu'on met les engrais n'est plus naturelle. D'accord. Voilà qui est dit, Mathias. Nous allons sortir de l'émission avec cette question. Tu vas répondre brièvement, hein, donc on ne va pas tirer davantage parce que nous sommes à la fin de l'émission. Penses-tu, Mathias, que Kama est maudit? Parce que nous avons subi l'esclavage, nous avons subi la colonisation et aujourd'hui encore la néocolonisation. Nous parlons le français, la langue de quelqu'un. Nous utilisons le franc CFA, la monnaie de quelqu'un. Nous prions le Dieu, en fait, quand je parle de nous, c'est-à-dire le terme qu'on prie générale, prions le Dieu des autres. Le système éducatif, c'est celui des autres. Nos institutions sont calquées sur les institutions des autres. Est-ce qu'on peut donc dire que Kama est maudit? Et le travail que nous faisons déjà à Kemet Télévision et que beaucoup d'autres en font également peuvent contribuer à enlever cette malédiction-là à Kama ou bien de Kama. Kama est maudit. Elle est maudite pourquoi? Elle est maudite parce que elle est en plus grande partie contribuable à son esclavage. Puisque déjà aujourd'hui, tu as ta langue maternelle, mais tes enfants ne parlent pas ta langue maternelle. Puisque l'éducation de l'autre est venue nous dire que si tu parles ta langue maternelle, on te met en prison. Nous, à notre époque, on nous mettait le symbole que si tu as parlé la langue maternelle à l'école, on te met le symbole là que tu as parlé Bassa ou Ewondo. On te punit, on te met à genoux, on te bastonne devant tous les enfants. Et là, maintenant tu es obligé de te faire vraiment rage de parler le français. Quand bien même tu parles mal le français, on te tape toujours. Autant de fautes, autant de coups de bâton. Hein? Donc, ce qui fait que, des fois, quand je pense à ces choses-là, mais quand on dit pour ça, parce que ça m'énerve. Faut te calmer, Mathias. Faut te calmer. Donc, ça fait que quand je pense à ça, même pour Roboué, Mioule, Nano, Yarbebo, lama colonisé. Bon, lama pour ça, ils doivent aussi parler nos langues. Ils doivent parler le bangléké. Mais eux, ils ont compris ça. Ils ont commencé à faire les écoles là-bas en Europe pour parler les langues d'ici. Parce qu'actuellement, il y a les blancs qui parlent Bassa. Il y a un blanc qui m'a parlé Bassa, j'ai eu honte. Donc, il ne m'a pas appelé en français. Hein. Il m'appelle en Gonjoy. Yembo. Donc, Bankal Mele. Wenugwe, Mouma. Et ben c'est bien l'ennemi. Voilà ma moutime. Un blanc, je l'ai regardé comme ça là. Je dis que ça, c'est quelqu'un qui m'a eu. J'ai d'abord fermé mes yeux pour ne pas lui voir, comprendre seulement ce qu'il me dit. J'ai encore ouvert les yeux. Il dit, quand je lui dis que tu es blanc, il me dit, ambassade, il dit, je n'ai pas dit autre chose, je suis un être humain, point. Donc, tu vois que il faut qu'on apprenne donc à parler aussi nos langues. Comme par exemple la médecine traditionnelle qu'on a légalisée là, que le président de la République remercie beaucoup aujourd'hui qui a signé cette légalisation.
On va aussi se reporter maintenant vers le ministre de l'Éducation comme bon. Maintenant, on met aussi le cours, comme la science dit que la plante et tout. Il faut qu'on commence aussi à prendre à nos petits Africains que la plante qu'on dit là, les condiments par exemple, doivent être bio. Même dans certaines écoles, on les apprend que le cyme soigne le mal de tête. La basilic, non. Soigne le mal de tête. Ils cultivent aussi ça là-bas à l'école dans les pots. Ils commencent déjà à comprendre que la basilic soigne le mal de tête. Ils commencent déjà à comprendre que cultiver l'épinard. L'épinard, c'est l'herbe d'ici. Hein. Ce n'est pas l'herbe du blanc. Même la salade là. Ce n'est pas l'herbe du blanc. Donc, on commence aussi à leur dire que, voilà, quand tu manges l'épinard, la sécheresse que tu vois, le soleil là, le chauffement climatique là, tu auras moins chaud à sointer dans ton corps quand tu manges régulièrement les épinards. Qu'on commence aussi à leur montrer les mets culinaires traditionnels. Qu'on commence que les professeurs les notent aussi. On voudrait aussi faire ça dans les écoles. Ils seront entendus, maquillage. Donc, merci beaucoup pour tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Et on a espoir que nos futurs enfants qui sont en train de naître, nos petits-fils, nos arrière-petits-fils, seront dans cette école Kamit. Et puis, on est là pendant que la respiration de la nature nous parvient encore des ancêtres et nous serons toujours là à votre écoute, à prendre soin de vous. Voilà, Mathias, après ma conclusion, tu vas sortir avec une petite chanson. D'accord? Nous arrivons à la fin de cette émission enrichissante où la Mathias Nangojoy nous a guidés à travers les mystères de la maladie et de la malédiction dans la sagesse Movungu. Aujourd'hui, nous avons appris que la santé n'est pas seulement une question de corps, mais aussi d'équilibre spirituel. Comprendre les liens invisibles entre le physique et le spirituel nous aide à mieux appréhender notre bien-être. Nous remercions chaleureusement une fois de plus la matriarche pour ses précieuses révélations et pour avoir partagé sa sagesse avec nous ce matin. Que la lumière de la connaissance continue de guider chacun d'entre nous sur le chemin de la guérison et de l'équilibre. À très bientôt pour un autre épisode de Sagesse Kamit qui très certainement sera mardi prochain, toujours avec matriarche Nangojoy. Infiniment merci. Merci également à vous. Donc nous allons sortir avec une petite chanson. Tu dis Tingdot, hein? Ah, Tingdot. Lorne kama ajob ting Lorne kama ajob ting Lorne kama ajob ting. Donc venez entrer à l'école de Kama. Merci beaucoup Mathias, merci. Et très certainement mardi prochain pour une nouvelle édition de Sagesse Kamit et très certainement avec une nouvelle thématique. Au TEP, madame, messieurs, chers téléspectateurs. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 16 au 31 mai 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine.
Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir.